VMware est une société bien connue pour ses outils d'infrastructure tels que ESX, vSphere ou NSX. Mais ce qu'on connaît peut-être moins, c'est le virage vers l'open source qu'a pris VMware ces dernières années. Et Kubernetes n'y est peut-être pas pour rien dans cette histoire. En effet, si elle s'appuie toujours sur son cœur de métier, l'offre Tanzu fait aussi la part belle à des projets open source tels que Spring, Arbor ou Entrair. Bien sûr, ce virage s'appuie en partie sur le rachat de Pivotal, d'Eptio et de Bitnami, mais il semblerait qu'il est en train de changer l'ADN même de VMware pour en faire une société plus tournée vers sa communauté, même si elle n'en délaisse pas pour autant les entreprises qui lui font confiance depuis des années. Dans cet épisode, je reçois Alexandre Coussignac, Senior Solution Engineer Manager chez VMware, et Alexandre Roman, Tanzu Senior Solution Engineer, qui me parle de l'offre Tanzu et du virage de VMware vers l'open source. Salut les gars, bienvenue. Hello. Salut Stéphane. Alors, je vous appellerai pas par vos prénoms puisque vous êtes tous les deux Alex. Mais une première question que je vais adresser à la cantonade, du coup, qu'est-ce que c'est que l'expérience développeur que aujourd'hui VMware souhaite amener? Écoute, Stéphane, nous, notre credo, tu vois, chez VMware, c'est de placer le développeur au centre de notre offre, en particulier chez Tanzu. Le développeur, c'est celui qui va amener des nouvelles fonctionnalités. C'est lui qui, par les lignes de code qu'il va amener en production, c'est ce qui va faire avancer une boîte, une organisation, ce qui va faire avancer le business. Et donc la développeur expérience, tout ce qui tourne autour de ça, tout ce qui fait que un développeur va être productif, ça est la clé. Aujourd'hui, en 2021, c'est ce qui va te permettre peut-être de faire la différence par rapport à tes concurrents. On peut imaginer que aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui se montent sur différents domaines, différents secteurs. Ce qui fait la différence, c'est le software, c'est le service que tu vas mettre dans les mains de tes utilisateurs. Et donc, tous les éléments qui vont permettre à un développeur de développer plus vite, d'amener des fonctionnalités qui vont rendre ton service différenciant, plus attractif, c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va faire que tu vas être successful dans ton approche. Et donc, la développeur expérience, tout ce qui va tourner autour de ça, c'est vraiment un élément et un critère de choix dans tout ce qui est fourni chez VMware Tanzu, et c'est ce qu'on essaye de proposer sur un périmètre assez large aujourd'hui. Alors, le software, ça a toujours été au cœur de VMware, ça y a pas de souci, puisque la machine virtuelle, c'est software par rapport à ce que c'était avant une machine physique. Par contre, VMware s'adressait plus jusqu'à maintenant, de mon point de vue, à un public d'équipes infrastructure et peut-être moins à des équipes dev. Alors, qu'est-ce qui a changé? Déjà, tu as raison. Historiquement, effectivement, c'est en particulier avec VMware qu'on a démocratisé l'utilisation de la virtualisation. Effectivement, c'est quasiment 2 décennies d'expérience dans le domaine, avec les bonnes vieilles virtual machines qui permettent à une organisation de pouvoir faire un meilleur usage de ses ressources, de pouvoir être agile, de pouvoir se dire que si j'ai besoin de plus de ressources, j'ai la capacité d'avoir plus d'éléments pour accomplir et pour répondre à mes besoins. Mais en 2021, tu vas surtout entendre parler de Kubernetes, tu vas surtout entendre parler de conteneurs et de tout ce qu'il y a autour de ces fameux conteneurs. Et donc, VMware et la branche Tanzu proposent aujourd'hui un ensemble d'outils et de services qui vont accompagner les développeurs, non seulement sur une approche traditionnelle et qui continue de fonctionner. Les virtual machines répondent aujourd'hui à un certain nombre de cas d'usage, mais permettre aussi le développement de nouvelles applications ou le portage d'applications existantes sur des environnements plus modernes comme Kubernetes. Et c'est un peu le trait d'union
ce que l'on cherche à réaliser chez VMware Tanzu, c'est arriver à fédérer ces différents développeurs, applications et projets sur une infrastructure et un ensemble de solutions qui va rendre tout ça de manière cohérente, donner la possibilité à un projet de migrer progressivement d'une architecture classique à base de machines virtuelles sur des infrastructures plus modernes comme à base de conteneurs. Et Stéphane, effectivement, et sans oublier la spin-off Pivotal réintégrée dans le portfolio VMware qui permet d'avoir un framework aujourd'hui type Spring Boot pour aller en fait jusqu'au monde applicatif. Améliorer l'expérience des développeurs, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire leur proposer quelque chose à la demande, un peu comme un cloud provider le ferait. Donc, on peut aller chercher ce qu'on veut, ce dont on a besoin, toutes les pièces d'infrastructure dont on a besoin. Un développeur, en fait, finalement, lui, ce qu'il veut, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir écrire son code. C'est de pouvoir amener de nouvelles fonctionnalités, c'est de pouvoir faire son travail, tout simplement. Le travail d'un développeur, c'est pas de fournir de l'infrastructure ou de décrire l'infrastructure. Lorsque je mets une nouvelle fonctionnalité dans les mains de mes utilisateurs lambda, il n'en a rien à faire de savoir que j'ai utilisé tel load balancer, j'ai utilisé telle solution de stockage. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la fonctionnalité. Donc, ce qui est important pour un développeur, c'est la stratégie que l'on souhaite développer chez VMware Tanzu, c'est d'enlever tous les freins, tout ce qui va ralentir ce qu'on appelle le path to production, hein, c'est-à-dire tout ce qui va amener l'application en production, c'est-à-dire dans les mains des utilisateurs. Et donc, partant du principe qu'un développeur, il aime bien développer, ce que l'on va proposer chez Tanzu, c'est un ensemble de solutions qui vont lui permettre d'aller plus vite. Ça va lui permettre d'être plus productif, d'être plus efficace dans son travail au quotidien. Ça va être l'occasion pour lui d'être en capacité de délivrer plus de fonctionnalités. Et c'est ce qui va faire la différence par rapport à d'autres solutions, des concurrents de ton organisation qui seront moins réactifs, qui seront moins agiles. Tu auras un exemple un peu pour parler d'un parcours développeur? Écoute, prends l'exemple d'une nouvelle fonctionnalité que tu souhaites développer. Ce que tu vas mesurer en termes d'efficacité, lorsque tu vas évaluer ton path to production, tu vas déterminer combien de temps il s'écoule entre l'écriture du code et jusque dans la mise en production et donc jusqu'au fait que l'utilisateur puisse utiliser la fonctionnalité qui a été codée. Combien de temps vont s'écouler entre ces deux instants? Il va se passer beaucoup de choses au moment où je vais écrire le code. Avec quel framework je vais l'écrire? Quel langage? Quelle va être la stratégie d'écriture de ce code? La stratégie de test, de validation de ce code? C'est déjà un premier point, une première brique importante dans les différentes étapes qui vont amener mon code en production. Chez Tanzu, on a des solutions pour ça. Chez Tanzu en particulier, il y a le framework Spring. Alors, dans la galaxie de projets Spring en développement Java, tu vas retrouver Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, une galaxie de projets qui sont là pour simplifier le travail de développement, d'écriture de code en Java. Ça fait un certain nombre d'années que le framework Spring existe et ça a permis à toute une génération de développeurs d'aller beaucoup plus vite, d'être plus productif. C'est déjà une étape importante et dès le départ où tu vas pouvoir retrouver Tanzu. Ensuite, ton code, tu vas devoir le conteneuriser. Aujourd'hui, l'unité de déploiement standard dans des architectures modernes, c'est le conteneur. Construire un conteneur, c'est pas simple. Il faut penser à beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais y mettre dans mon conteneur? Comment je vais agencer les différents éléments qui sont à l'intérieur de mon conteneur? Pour pouvoir faire tourner mon application, j'ai besoin d'une JVM, j'ai peut-être besoin d'un environnement type Node.js, j'ai besoin d'un certain nombre de certificats, j'ai besoin de middleware qui sont utilisés par les éléments de runtime qui sont dans mon conteneur, OpenSSL, la libc, etc., etc. J'ai aussi besoin d'une stack de base, Ubuntu, Alpine, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans un conteneur. Et en fait,
c'est autant de décisions et de choix qui sont à la portée d'un développeur qui va se poser beaucoup de questions, de savoir est-ce que j'utilise plutôt cette manière-là, cet OS-là, ce framework-là pour construire mon conteneur, ou plutôt celui-là, etc., etc. Et donc, à l'échelle d'une organisation, imagine que c'est des centaines, voire des milliers de conteneurs qui sont produits. Et donc, chaque projet est différent. Chaque projet va conteneuriser son application d'une manière différente. Et donc, ça va rendre le travail de conteneurisation compliqué, parce qu'on va se retrouver avec des manières de construire le conteneur qui vont être différentes. Et puis derrière, il faut penser à la prévente, en quelque sorte, un service après-vente. Mon conteneur, une fois qu'il est créé, comment est-ce que je le sécurise? Comment est-ce que derrière, j'assure, par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle version de Node.js, une nouvelle version d'OpenSSL, comment est-ce que je fais pour déployer des patchs de sécurité sur les centaines, milliers de conteneurs qui se tournent sur ma production. Donc l'étape importante de conteneurisation, c'est une étape clé qui va t'amener jusqu'en production. Et puis après derrière, bien sûr, tu vas imaginer toutes les plateformes, environnements par lesquels ton conteneur va passer. Aujourd'hui, le standard de fait pour les éléments conteneurisés, c'est Kubernetes. Aujourd'hui, le standard qui s'impose petit à petit au niveau des entreprises. Et ce standard, il est important parce qu'il assure l'interopérabilité. Aujourd'hui, on a toute une industrie qui fonctionne, qui croît, avec de nombreux acteurs au niveau du marché. Et tout ça, ça fonctionne en bonne intelligence parce qu'il y a des standards qui sont établis et construits et réfléchis par des communautés open source, voire des fondations. Je pense à la fondation CNCF qui chapeaute le projet Kubernetes. Il y a la Linux Foundation, il y a d'autres entités qui chapeautent en quelque sorte tout ça. Et ça marche. C'est pas de la magie, c'est pas simple, mais ça marche parce qu'il y a des standards qui assurent l'interopérabilité. Et donc, quel est le runtime, quel est le moteur d'exécution qui va faire tourner ton application? Donc la distribution Kubernetes que tu vas utiliser, c'est aussi des solutions que nous proposons chez VMware Tanzu et qui vont te permettre de te faire tourner ton application sur l'infrastructure de ton choix. Voilà. Derrière cette distribution, ton organisation, ton entreprise va peut-être faire le choix de faire tourner ça sur des infrastructures dites on-prem, donc tu vas te faire tourner ça chez toi. D'autres entités, d'autres équipes feront peut-être le choix d'aller sur du cloud public. Est-ce que aller sur du cloud public, ça signifie que je dois tout réécrire? Que je dois réécrire d'un seul coup toutes mes applications parce que je fais le choix d'aller sur une autre infrastructure? Grâce au standard et à l'interopérabilité, par exemple, qu'il y a chez Kubernetes et qu'on applique chez Tanzu, c'est cette possibilité qui est offerte de ne pas avoir à réécrire ton parc applicatif et donc un élément de plus de choix dans l'amélioration du post-production. Alors, je t'arrête, mais je voudrais savoir en fait la spécificité qu'apporte VMware sur cette stack, puisqu'elle est assez commune finalement. On écrit, on build et on release dans différents environnements. Je veux introduire le sujet de l'interopérabilité et du respect des standards. Je veux vraiment insister là-dessus. C'est une approche... Parce que les autres cloud providers ne le font pas, selon toi? Je ne dis pas que les autres cloud providers ne le font pas. Je dis qu'aujourd'hui, développer en 2021, le sujet de l'interopérabilité est clé pour une entreprise. Ce qui coûte cher à une entreprise, c'est la matière grise. C'est le développement, c'est le temps que tu vas passer à développer ton logiciel. Et donc, ce que tu ne veux pas, c'est t'enfermer dans des solutions propriétaires qui pourraient t'inciter, voire t'obliger à réécrire tout ou partie de ton parc applicatif, de ton logiciel, parce que tu dois faire évoluer, par exemple, ton infrastructure, parce que tu dois faire évoluer ta stack réseau, parce que tu fais le choix d'une solution de stockage à un moment donné différente que celle que tu avais jusqu'à présent l'habitude d'utiliser. Développer du logiciel, ça coûte cher, et donc ce qui est développé, ce qui est testé, ce qui est validé, c'est un acquis. Ça fait partie du patrimoine d'une entreprise. Et donc les standards et l'interopérabilité, c'est en quelque sorte une assurance vie pour l'entreprise. C'est de se dire, le temps que je vais passer à développer mon logiciel, il n'est pas perdu. C'est pas du temps passé en vain. C'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir, c'est un patrimoine que je vais pouvoir ensuite déployer
au gré des évolutions technologiques. Aujourd'hui, c'est Kubernetes. Peut-être que demain, ça sera autre chose. Mais les éléments qui sont proposés chez Tanzu s'appuient sur des standards établis par la communauté open source et qui vont te permettre de faire tes propres choix en tant qu'entité, en tant qu'entreprise. Moi, je choisis d'utiliser tel cloud provider parce que ça correspond à mes besoins. C'est pas pour autant que je dois réécrire mon logiciel par rapport à ça. Et ça, c'est clé, Stéphane, parce que chaque client a son écosystème, a ses stacks applicatives, a des choix d'infrastructure qui ont été faits, qui peuvent évoluer. Et côté VMware, ce que disait Alex, c'est qu'on n'impose rien, on vient s'adapter, essayer de combiner et d'offrir la meilleure, si tu veux, combinaison possible pour qu'ils puissent porter toutes ces workloads applicatifs. Et c'est vraiment clé. Donc, l'idée, c'est d'avoir un cube aussi vanilla que possible et de pouvoir y apporter ses outils, contrairement à l'approche que d'autres peuvent prendre d'avoir quelque chose de très packagé, de prêt à l'emploi. Mais ça a aussi des inconvénients dans le fait que il faut tout brancher à son Kubernetes. En fait, ce qui est important à la fin, au bout du compte, c'est d'avoir quelque chose qui corresponde à tes besoins. Je veux toujours me référer vraiment à de quoi j'ai besoin pour faire tourner mon application. Ce que tu vas avoir finalement comme choix chez Tanzu, et c'est valable pour la distribution Kubernetes, comme pour l'ensemble des outils qui fonctionnent par-dessus les environnements Kubernetes, des outils d'aide à la conteneurisation, des outils middleware, le framework Spring et tout ce qu'on peut retrouver chez Tanzu. Ce que l'on souhaite mettre à disposition, ce que l'on souhaite mettre dans les mains de nos utilisateurs, c'est cette capacité de pouvoir construire une plateforme qui corresponde à leurs besoins. Certains utilisateurs auront des besoins très simples. Moi, j'ai besoin d'une distribution Kubernetes, rien de plus, pour pouvoir faire tourner mon application. Tout le reste, si j'ai des besoins complémentaires, je me chargerai, je ferai mes propres choix, j'amènerai mes propres éléments. Et c'est très bien. La distribution Kubernetes que nous proposons est standard, conforme avec ce qui est fourni. Ça ressemble à du Kubernetes Vanilla. Tu n'as pas d'extension propriétaire dans la distribution Tanzu. C'est à peu près le KubeADM que tu déploierais par tes propres mains. Ce qui fait la différence par rapport à une distribution Vanilla, c'est le support, c'est la documentation que tu vas avoir. En quelque sorte, pour simplifier, c'est le Kubernetes pour l'entreprise qui a besoin d'être rassuré et d'être en capacité de pouvoir s'appuyer sur un acteur comme VMware si jamais elle devait rencontrer un problème en production et elle souhaite avoir accès à un support de qualité accessible 24/7, etc. Mais c'est la même distribution Kubernetes. Après, d'autres entités, une fois qu'on aura commencé à utiliser Kubernetes, vont rapidement s'apercevoir que il manque beaucoup de choses. On en parlait précédemment, la conteneurisation. On ne peut pas aller sur Kubernetes si on n'a pas de conteneur. Comment est-ce que je crée ces conteneurs? Comment est-ce que je les réalise? Il y a des solutions pour ça. Mes clusters Kubernetes vont également s'appuyer sur un certain nombre de services d'infrastructure, du réseau, du stockage, peut-être du GPU. Certains vont faire le choix d'utiliser des solutions maison ou de développer des solutions qui correspondent à un contexte particulier. Si tu souhaites t'appuyer sur une offre packagée et qui t'offre certaines options d'intégration qui restent débrayables à chaque instant et qui restent optionnelles, eh bien tu as le choix de pouvoir les activer sur la distribution de Tanzu. C'est une affaire de choix en fait, au bout du compte, c'est de se dire je peux rester dans un environnement simple, très très proche de l'open source, du vanilla que je pourrais déployer. Et puis si j'ai des besoins qui progressivement vont grandir, vont arriver au fur et à mesure que j'étends mon offre et mon parc applicatif, eh bien je sais que je vais pouvoir activer ces options, je vais pouvoir utiliser ces options d'intégration, une fois de plus, sans remettre en cause tout l'existant, parce que tout ça s'appuie sur des standards. Alors que je comprenne bien, on déploie un cube qui est vanilla. Là-dessus, on a quoi? Un catalogue un peu ou quelque chose en rapprochant d'intégration par rapport à une storage class, par rapport à un network, par rapport à des ingress, que sais-je, tout ce dont on a besoin pour qu'on soit 100% fonctionnel.
Soyons pragmatiques, hein, soyons concrets. Hein. Tu prends ta distribution, Tanzu, tu la déploies sur l'infrastructure de ton choix. Alors, ça peut être on-prem sur une infrastructure VMware ou peut-être sur du cloud public, sur une offre managée ou pas d'ailleurs. C'est en fonction de tes besoins. Et tu as besoin d'utiliser une solution d'ingress particulière. Donc, soit tu arrives avec ta solution que tu vas pouvoir récupérer, alors une solution open source peut-être, ou une solution venant d'un autre éditeur que VMware, bien sûr. Tu vas pouvoir le faire. Tu ne seras pas bloqué. Tu n'auras pas d'incompatibilité à utiliser n'importe quelle solution compatible Kubernetes, parce que lorsque tu déploies du Tanzu, tu déploies d'abord et avant tout du Kubernetes. C'est pas une solution VMware, estampillé VMware, c'est du Kubernetes. Donc toutes les solutions qui sont compatibles, solution d'ingress compatible Kubernetes, va pouvoir être mise en œuvre sur la distribution que tu auras déployée avec Tanzu. Ce qui est valable pour l'ingress, mais aussi pour tout le reste. Une solution de stockage. Tu vas pouvoir évidemment, et c'est évident, profiter d'options d'intégration facilitées avec tes solutions de stockage de VMware. Tu vas pouvoir t'appuyer sur les data stores vSphere ou t'appuyer sur du vSAN si c'est le choix que tu as fait pour la solution de stockage. Mais si tu fais le choix d'une autre solution, libre à toi de le mettre en place, tu pourras déployer les CSI, les Container Storage Interface, qui sont des interfaces définies au niveau du projet Kubernetes, qui sont standards et qui sont tout à fait compatibles avec la distribution Tanzu que tu auras déployée sur ton infrastructure. Donc, une fois que j'ai mon cluster en place, finalement, je laisse le champ libre pour mon développeur, mais mon développeur, il n'a peut-être pas besoin uniquement d'un cube. Une application va avoir besoin de base de données, va avoir besoin d'autres outils peut-être, une chaîne de CI, une chaîne de CD, etc., etc. Exactement. On n'imagine pas aujourd'hui une application, enfin en tout cas rapidement, tu vas avoir peut-être besoin de services complémentaires pour pouvoir déployer ton application. Un back-end, il va avoir besoin de se connecter à une base de données. Si tu as une approche distribuée au niveau de ton projet, de ton application, tu vas peut-être te retrouver avec une myriade de microservices déployés sur un cluster Kubernetes. Chacun de ces microservices va avoir besoin d'échanger de l'information, de communiquer les uns avec les autres. Tu vas peut-être t'appuyer sur un broker de messages. Alors, ça peut être RabbitMQ, ça peut être Kafka, ça peut être une autre solution. Et donc, effectivement, rapidement, les développeurs vont exprimer le besoin de déployer des services complémentaires au niveau du cluster Kubernetes. Simplement déployer mon application, peut-être, ne va pas suffire. Donc, chez VMware, tu vas retrouver la possibilité de t'appuyer sur le catalogue de services open source Bitnami. Alors, Bitnami, si tu vois ce que c'est une entité qui, ça fait plus de 10 ans, qui sont experts dans la conteneurisation de services d'applications open source. Ils sont notoirement connus dans la communauté pour la conteneurisation de composants comme MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Redis, etc., etc. Tu parles de packaging plus que de containerisation, peut-être. Oui, parce que Bitnami, à l'époque, faisait de la conteneurisation, enfin faisait du packaging pour les VM, et ont pris le virage Kubernetes et proposent aujourd'hui des conteneurs, des charts Helm, et donc finalement, tu choisis l'option de packaging qui correspond à tes besoins. Une fois de plus, à la fin, ce qui compte, c'est de correspondre aux besoins exprimés par les utilisateurs. Tout le monde n'a pas envie forcément de déployer une base de données dans un environnement Kubernetes. Certains voudront faire le choix de déployer la base de données en environnement virtualisé, en s'appuyant sur des machines virtuelles. Certains feront peut-être le choix, peut-être même de ne pas utiliser d'éléments de virtualisation pour une base de données. Tout va dépendre de la maturité des entreprises et des choix d'entreprises qui vont être définis. Ce qui est bien chez VMware, c'est que tu as le choix et que tu vas pouvoir t'appuyer sur la marketplace VMware et tu vas pouvoir t'appuyer sur le catalogue open source Bitnami. Tout ça, tu vas le retrouver dans ce qu'on appelle Tanzu Application Catalog, qui regroupe tous ces services et qui vont te permettre, par exemple, si tu fais le choix de déployer une base de données dans un environnement Kubernetes, de bénéficier
de charts Helm, hein, c'est un peu un élément de déploiement standard en environnement Kubernetes, qui sont prêtes à l'emploi, c'est-à-dire des recettes de cuisine que tu vas pouvoir utiliser, tu vas pouvoir déployer la base de données ou le broker de messages directement sur ton cluster Kubernetes. Pour certains des services qui sont proposés, tu vas également avoir le choix d'opérateurs Kubernetes pour des besoins plus sophistiqués. Donc là, c'est plus des charts Helm, mais c'est des éléments logiciels qui vont faire le cycle de vie de ton composant. Dans le cas d'une base de données, on a besoin, par exemple, d'opérations particulières pour faire du backup et du restore des données que tu vas gérer. L'opérateur, il est là pour ça. Il est là pour non seulement déployer le logiciel dans un environnement Kubernetes, s'assurer qu'il fonctionne bien et puis apporter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, pour certains des services disponibles, tu as des opérateurs Kubernetes. Mais ça veut dire que la DB, aujourd'hui, elle est à la charge du développeur. Ce catalogue d'applications, c'est mis à la disposition du développeur, mais donc une équipe peut choisir d'installer un Kafka et un Postgres, tandis qu'une autre peut choisir de faire du RabbitMQ et du MySQL en toute liberté, ou il y a un contrôle quand même qui peut être fait sur ce qu'elles peuvent utiliser? Disons qu'il faut dissocier les capacités technologiques de ce qui est disponible chez Tanzu. Tu peux déployer, si ça se trouve, à la demande, si ça correspond à ton besoin, les éléments dont on vient de parler. Tu as peut-être envie, au niveau de ton organisation, de ne pas laisser le champ libre aux développeurs, pour différentes raisons. Tu es dans un environnement peut-être soumis à une réglementation particulière. On n'a pas le droit d'utiliser n'importe quoi comme logiciel au sein de mon organisation parce que c'est le contexte qui l'impose. Et donc, je ne peux pas, en tant que CTO d'une organisation, laisser la porte ouverte à n'importe quel logiciel dans mon système d'information. Et donc, tu as besoin d'avoir un environnement que tu puisses maîtriser. Avec les solutions que tu vas pouvoir utiliser chez VMware, tu vas avoir cette possibilité de restreindre les choix possibles. Tu as un catalogue aujourd'hui chez Bitnami. Si on prend tout le catalogue, c'est des centaines, littéralement, de services utilisables, clés en main. Mais tout le monde n'a pas besoin d'accéder à l'entièreté de ce catalogue, de cette bibliothèque. Je vais peut-être restreindre parce que mes équipes, elles connaissent très bien MariaDB, par exemple. Elles connaissent moins bien PostgreSQL et on n'a peut-être pas envie d'opérer du MySQL ou du MariaDB de la même manière qu'on opère du PostgreSQL en production. Et donc, si on laisse le choix aux développeurs et qu'on ne restreint pas les choix possibles, effectivement, on peut se retrouver derrière avec pléthore de services. Si on vient piocher dans le catalogue open source Bitnami, effectivement, tu risques peut-être de te retrouver avec différentes bases de données et donc des différentes compétences nécessaires derrière pour pouvoir opérer tout ça en production. Donc, certaines entités vont faire le choix de restreindre l'accès à ce catalogue et proposer et intégrer ce catalogue à un portail qui, un peu à la manière de ce qui est proposé chez les clouders publics, va leur proposer des solutions clés en main, des solutions qui sont à la demande, mais des solutions qui correspondent aussi aux compétences des équipes qui vont opérer derrière ces services. D'accord. Donc le développeur finalement a accès à un portail d'applications validées par l'entreprise. Tout à fait. Par la gouvernance de l'entreprise. Mais on sait ce que c'est avec Cube, on a quand même beaucoup de liberté. Si aujourd'hui je trouve pas ce que je veux dans mon catalogue, je peux facilement peut-être bypasser un peu ce catalogue et prendre une charte de je sais pas où sur Internet avec des images que je ne connais pas non plus. Est-ce qu'il y a moyen de protéger ou de renforcer le fait que on ne pioche que dans ce catalogue? Bien sûr, il y a ce risque-là en fait. À partir du moment où on met à disposition une plateforme, qu'on met à disposition un catalogue de services, le développeur qui n'est pas satisfait cherchera à déployer et mettre en œuvre les éléments dont il a besoin pour pouvoir mettre en œuvre son application. Donc, il y a deux réponses à ta question. En fait. La première déjà, c'est
d'éviter de tomber sur une situation comme celle-ci. Un développeur, s'il a besoin d'un service pour pouvoir mettre au point une application ou une fonctionnalité, c'est qu'il y a probablement des raisons technologiques, des raisons qui font que c'est plus facile avec tel service ou avec telle fonctionnalité de tel middleware. Et donc, il faut s'interroger sur la capacité d'une plateforme team, d'une organisation, à proposer et à faire évoluer une plateforme au gré des besoins exprimés par les développeurs. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas dans 6 mois ou dans 1 an. Aujourd'hui, je fais pas de machine learning, peut-être que dans 1 an, j'en ferai. Donc, j'aurai des nouveaux besoins qui vont apparaître. La question est de se dire, est-ce que j'ai cette capacité d'écoute au niveau de la plateforme team, au niveau de l'équipe qui va opérer une plateforme, être capable d'être à l'écoute des besoins exprimés par les développeurs. Ça, c'est typiquement déjà des choses, une organisation à mettre en place, toute organisation, entité qui souhaite mettre en œuvre des technologies comme Kubernetes, vu que ça standardise d'une certaine manière le déploiement au sens large d'applications et de services, effectivement, ça devient la norme pour déployer des éléments logiciels, eh bien, peut-être que j'aurai besoin de nouveaux services, et donc la question doit être posée de faire évoluer ma plateforme en fonction des besoins. Ça, c'est déjà peut-être un problème de gouvernance, déjà. Puis après, derrière, il y a quand même, malgré tout, un problème technique à résoudre. C'est de se dire, OK, malgré tout, comment est-ce que je fais pour contrôler ce qui tourne sur ma plateforme? Au niveau des solutions qui sont proposées, chez Tanzu, tu vas avoir tout un éventail d'implémentations possibles. Alors, par exemple, tu vas déjà pouvoir jouer sur ton registre de conteneurs. Alors, tu vas être capable de dire, eh bien, moi, toutes mes images, elles proviennent de mon Docker Registry. Alors, j'utilise peut-être Arbor, le Docker Registry open source, qui fait partie et qui est supporté par Tanzu. Ce Docker Registry, cette instance que je peux choisir de déployer sur mon infrastructure, cette instance peut se substituer à des Docker Registry publics et devenir le point de passage obligé pour déployer du conteneur sur mon infrastructure. Si déjà je restreins la porte d'entrée des conteneurs à un Docker Registry, si c'est le mien, déjà je limite l'arrivée de conteneurs dont je ne maîtrise pas la provenance. C'est déjà un premier point. L'autre point derrière, c'est d'assurer l'auditabilité de ton système. C'est de se dire, j'ai déployé des conteneurs sur mon infrastructure. Qui peut me dire que les conteneurs qui tournent sur mon infrastructure sont, entre guillemets, valides, sont autorisés à tourner sur mon infrastructure? Donc, ça pose la question de l'origine de ces conteneurs. Et pour déterminer l'origine d'un conteneur, on va regarder la signature. Est-ce que ces conteneurs, derrière, est-ce que je sais d'où ils viennent et qui les a créés? Tous les conteneurs qui sont produits chez Tanzu, en particulier ceux qui viennent du catalogue open source Bitnami, sont signés par VMware. Et donc, ça veut dire qu'au niveau d'un système d'information, tu es capable d'auditer à chaque instant ton infrastructure et être capable de dire, voilà, le PostgreSQL que je fais tourner en production, il n'y a aucun doute sur l'origine de ce conteneur. Je sais qui vient du catalogue open source Bitnami qui est supporté par Tanzu. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, je sais ce que je fais tourner sur ma plateforme. Et le mécanisme de signature, enfin, qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui? Là, on parle de mécanismes de signature qui sont dans la spécification OCI, OCI en anglais, de conteneurs. Donc, ce qu'on appelle vulgairement les conteneurs Docker respectent une norme et au sein de cette norme, de cette spécification, tu as la notion de signature qui permettent d'identifier en tout cas l'authenticité des éléments que tu déploies sur ta plateforme de contenu. Les conteneurs qui sont produits chez Tanzu sont signés par VMware, y compris les éléments open source qui sont packagés et fournis aux entreprises. Pour un responsable de la sécurité au sein d'une entité, c'est l'assurance de pouvoir auditer à chaque instant son système et de vérifier qu'il n'y a pas d'éléments qui ne seraient pas autorisés. Et je peux vérifier autant la signature des composants que je vais récupérer, par exemple, à partir du catalogue fourni par VMware, mais c'est aussi valable pour les applications que je produis en interne. Tu peux décider au moment où tu containerises ton application,
choisir de signer les conteneurs que tu produis pour t'assurer que au moment où un conteneur est sorti de ma chaîne CI/CD, je sais que lorsque je vais le déployer sur les différents environnements, sur ma production par exemple, je sais qu'il n'a pas subi d'altération. Je sais que ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur provient de ma chaîne d'intégration continue et de déploiement. D'accord, mais l'outil qui est utilisé pour faire la signature et pour vérifier la signature, parce que historiquement, il y avait beaucoup Notary, mais c'est pas le seul standard aujourd'hui. Il y en a d'autres qui font ça, peut-être de manière moins lourde. Qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui par Tanzu? Alors, chez Tanzu, au niveau alors, il y a notamment au niveau d'Arbor, le conteneur registré, tu as la capacité d'avoir Notary qui est mis en œuvre pour assurer la vérification et la signature des conteneurs que tu mets à l'intérieur de ton instance. Ça, c'est inclus dans le produit Arbor. Tu n'as pas besoin de déployer de fonctionnalités supplémentaires. Ça fait partie du produit. C'est intégré. Donc, c'est une fonctionnalité qui est disponible tout de suite. Après, tes conteneurs, si tu choisis de t'appuyer sur des solutions de conteneurisation qui sont disponibles chez Tanzu. Et là, je fais référence au build pack. Le build pack, c'est quoi? C'est une spécification qui est, donc là, ça fait partie de la fondation CNCF, la même fondation qui chapeaute Kubernetes. Et les build packs, c'est en quelque sorte une spécification qui définit, qui décrit comment est-ce qu'on fait pour construire un conteneur. Construire un conteneur, on l'a vu, c'est beaucoup de choses. On parle de Dockerfile pour rédiger les instructions qui vont t'amener à construire un conteneur. Qu'est-ce que j'y mets dedans, le runtime, l'OS de base, etc. Les build packs, ils visent à rationaliser tout ça. Te dire, moi, toutes les applications Java, je veux les construire de la même manière. Toutes les applications PHP, Node.js, .NET, etc. Je veux les construire de la même manière et je veux, à l'échelle d'une organisation, faire en sorte que tous nos conteneurs sont produits de la même manière. Ces build packs, c'est aujourd'hui une spécification de la fondation CNCF qui est implémentée par différents fournisseurs au niveau de l'industrie aujourd'hui. Tanzu et VMware font partie de ces fournisseurs. Nous fournissons une implémentation open source des build packs. Alors, pour la petite histoire, on connaît bien les build packs, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des build packs en réalité. On est à l'origine avec Heroku. Et là, j'en rappelle à tes bons souvenirs. Tu te rappelles peut-être de Heroku et de cette simplicité avec laquelle tu pouvais déployer une application en production avec simplement un commit dans ta gestion de configuration, avec ton Git. La plateforme se chargeait de conteneuriser ton application pour toi. Bien, Heroku, déjà à l'époque, s'appuyait sur les build packs. Je suis un grand fan des build packs, donc je connais l'histoire et je sais que Pivotal y est pas pour rien non plus. Exactement. Aujourd'hui, on parle des Cloud Native build packs. La différence, c'est de mettre en container OCI versus les build packs de Pivotal ou d'Heroku qui, à la base, étaient pour leur système de containerisation à eux. C'est ça. Et aujourd'hui, l'expérience accumulée sur la conteneurisation, c'est une petite décennie d'expérience sur la conteneurisation à travers Heroku et Cloud Foundry. Eh bien, aujourd'hui, tu le retrouves dans Kubernetes. Donc, ça s'appelle les Cloud Native Build Packs. Donc, tu peux aller sur buildpacks.io pour avoir plus d'informations sur le sujet. C'est une spécification qui aujourd'hui fait partie de la fondation CNCF, qui régit un petit peu cette spec. Et donc, pour en revenir à ta question d'origine sur comment est-ce que je signe mes conteneurs, quand même, eh bien, il faut imaginer une usine de construction de tes conteneurs à base de build pack. Si tu rationalises et tu fais en sorte que tous tes conteneurs sont produits par cette usine, tu vas pouvoir mettre en œuvre des mécanismes de signature automatique que tu vas pouvoir généraliser à l'ensemble de tes projets, à l'ensemble des conteneurs qui sont produits par cette usine, et donc produire à la fin des conteneurs OCI qui sont compatibles, que tu vas pouvoir déployer sur n'importe quelle distribution Kubernetes, et qui pour autant auront eu l'aval, qui auront eu le sceau en quelque sorte, qui aura été attribué à ces conteneurs. On sait que ces conteneurs ont été construits par les build packs qui sont dans notre chaîne de construction de conteneurs. Et donc, in fine, les équipes en responsabilité d'une plateforme auront la possibilité de contrôler ce qui tourne sur un cluster donné, à la fois d'un point de vue service, donc ce qui vient du catalogue
par exemple Bitnami, ou ce qui a été produit par les développeurs d'une entité, d'une entreprise. Et donc on va pouvoir vérifier que tous ces conteneurs respectent les règles en vigueur. Et là encore, Stéphane, c'est des discussions qu'on a avec nos clients, c'est-à-dire que soit on fait ce contrôle à la source, comme disait Alex, soit on le fait à la volée, soit effectivement on va enrichir le catalogue de services pour éviter cette espèce de shadow IT et de faire en sorte que les clients, enfin les développeurs aillent chercher ces services ailleurs alors qu'on a la possibilité de le faire en interne. Et d'ailleurs, puisque on parle de sécurité, qu'est-ce qui peut être mis en place dans l'écosystème Tanzu au niveau de la sécurité? On sait bien qu'aujourd'hui, tout le monde a la sécurité dans son radar. Cela dit, je comprends très bien un développeur qui n'a pas envie non plus de se soucier de la sécurité de bout en bout. Donc, qui veille encore à la sécurité de son code, c'est une chose. Mais après, une fois qu'il a réalisé son code, il a peut-être plus envie de se soucier des autres aspects de sécurité que ça implique. Par contre, n'importe quelle entreprise va être soucieuse de la sécurité en production, et donc ça implique plusieurs phases et pas seulement valider que le code est sûr. Ça veut dire le runtime, ça veut dire des policies peut-être. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de Tanzu pour simplifier peut-être la vie de l'équipe plateforme pour amener de la sécurité dans tout ça? En réalité, il n'y a rien de spécifique Tanzu. C'est vraiment le trait d'union de l'ensemble des solutions qui sont disponibles chez Tanzu. On va s'appuyer sur des éléments de la communauté open source et on va intégrer ces solutions-là dans le catalogue produit et disponible chez Tanzu. Donc, je reprends l'exemple d'Arbor. On parlait d'Arbor pour stocker nos images. On a parlé de la signature des images, mais il y a aussi des fonctionnalités qui vont te permettre de scanner le contenu des conteneurs et de vérifier, par exemple, si tu as des failles de sécurité qui sont connues, qui sont documentées. On parle de CVE. Arbor est capable de vérifier au moment où tu déploies un conteneur sur Arbor. Arbor est capable de vérifier s'il y a des failles de sécurité connues à l'intérieur de ce conteneur. Ce qui voudrait peut-être dire qu'un développeur a poussé un conteneur dans lequel il y a des éléments de code, des éléments logiciels qui sont entre guillemets périmés ou qui comportent des failles de sécurité, et il est nécessaire peut-être de faire une mise à jour et que le développeur doit mettre à jour les dépendances de son application. Arbor est capable de vérifier ça au moment où tu déploies ton application. Alors après, tu peux mettre différentes politiques. Tu peux choisir soit simplement de notifier, voire peut-être d'interdire le Docker push sur Arbor s'il y a des failles de sécurité qui sont trop importantes. Ça, c'est une configuration et une gouvernance à définir au sein de chaque organisation. Mais au moins, tu en es informé. Ça, c'est au moment où tu déploies, au moment où tu crées ton conteneur. Après, lorsque tu vas déployer ces conteneurs au niveau de tes clusters, tu vas pouvoir t'appuyer, en particulier, tu vas pouvoir bénéficier d'une intégration disponible dans la distribution Kubernetes de Tanzu. Tu vas bénéficier de l'intégration de composants qu'on appelle Open Policy Agent, donc OPA. Donc, tu peux aller documenter sur cette spécification qui définit un ensemble de règles. Alors, c'est absolument pas spécifique à Tanzu, c'est un composant que tu vas pouvoir déployer et que tu pourrais retrouver sur une autre distribution Kubernetes. Mais aujourd'hui, c'est ce qui, au niveau de la communauté open source Kubernetes, c'est une spécification et une implémentation qui fait référence et que tu vas pouvoir trouver nativement implémenté chez Tanzu. Et donc, avec OPA, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Un opérateur, il va pouvoir définir ses propres règles de sécurité. Il va être capable de dire, par exemple, pour assurer la résilience de nos applications qui sont déployées en production, je ne souhaite pas que mon application soit déployée avec seulement un pod. Un pod sur Kubernetes, on sait que les pods sont éphémères, et donc en fonction de ce qui va se passer sur mon infrastructure, en fonction de ce qui va se passer sur mon cluster, peut-être que je vais, en tant qu'opérateur, à un moment donné, choisir de déployer la dernière version de Kubernetes, parce que je suis capable de le faire avec Tanzu. Je vais être capable de déployer rapidement des nouvelles mises à jour sur mon cluster. On comprend bien que si je n'ai qu'un seul pod
de mon application qui est déployée, si le pod est détruit parce que le nœud sur lequel est déployé mon pod est arrêté pour une raison de maintenance, eh ben, le temps que ma plateforme Kubernetes, le scheduler Kubernetes, redémarre le pod sur un autre nœud, il risque d'y avoir une interruption de service. Et moi, les interruptions de service, je n'aime pas ça en tant qu'opérateur de plateforme et en tant qu'organisation. Et donc, je vais pouvoir définir une règle OPA pour interdire, par exemple, le déploiement d'applications s'il n'y a pas au minimum un certain nombre de pods pour mon application. La règle, chez moi, c'est 3 pods minimum pour une application. Avec OPA, je peux définir ce genre de règle. Avec une API, avec un système de définition que je vais pouvoir insérer dans mon cluster Kubernetes. C'est absolument pas propriétaire ou spécifique à Tanzu. Hein. C'est des mêmes règles que tu pourrais choisir de déployer sur une autre distribution Kubernetes. Mais c'est hyper puissant comme mécanisme. Parce que tu vas pouvoir définir tes propres règles qui définissent en fonction de ton contexte. Chez moi, j'ai une attention toute particulière sur le nombre de pods déployés sur mon cluster. Chez d'autres équipes, dans d'autres organisations, d'autres entités, il y a peut-être d'autres règles qui sont appliquées en fonction des besoins que je manifeste au niveau de mon cluster. D'accord. Dans OPA, ce qu'on va pouvoir faire, c'est avoir des policies. Je veux que mon conteneur vienne forcément de ma registry Arbor, etc., etc. Et il y a des règles qui sont généralement voulues par l'entreprise. Tout à fait. Donc, c'est pas une volonté des développeurs. D'ailleurs, je pense pas que les développeurs eux-mêmes s'amusent à mettre des règles pour leur compliquer la vie, mais généralement, c'est une équipe plateforme qui va définir des règles de bonne pratique et donc les renforcer par une policy. Comment est-ce que Tanzu peut aider justement cette équipe plateforme à gérer des règles qui seraient mises par défaut dans tout l'environnement d'une entreprise? En fait, déjà, la première chose, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit, à son niveau, être impliqué dans la sécurisation d'un système d'information. Effectivement, le développeur, lui, son périmètre, c'est le code qu'il produit. Et donc, il a différents outils à son niveau pour vérifier qu'il utilise les éléments logiciels qui sont à jour, avec l'architecture qui va bien, etc., etc. Pour un opérateur de plateforme qui va devoir gérer un certain nombre de configurations ou d'éléments de sécurisation qu'il va devoir appliquer sur l'ensemble des clusters de son organisation, va se retrouver avec un nouveau challenge. C'est d'arriver à maintenir toutes ces règles et la cohérence de ces règles de sécurisation à l'échelle de toute une organisation, d'un système d'information. Comment est-ce que je fais pour m'assurer que le cluster qui est déployé dans telle région, de tel data center, dispose des mêmes règles de sécurisation qu'un cluster qui serait déployé sur une autre solution d'infrastructure, voire peut-être même sur un cloud provider différent que celui que j'utilise dans une région donnée. Donc ça, c'est des éléments, des challenges qui sont pas forcément évidents à gérer. Chez Tanzu, tu vas pouvoir t'appuyer sur un outil comme Tanzu Mission Control, par exemple, pour pouvoir gérer ta flotte de clusters Kubernetes. On parle de flotte de clusters parce que c'est absolument pas lié ou restreint seulement à la distribution Tanzu. Tu vas pouvoir gérer n'importe quelle distribution Kubernetes avec Tanzu Mission Control, TMC, sur l'infrastructure de ton choix. Ça peut être une infrastructure VMware, mais ça peut être aussi une infrastructure quelconque d'un clouder de ton choix. Tu vas pouvoir donc de cette façon-là attacher ces clusters, peu importe leur provenance, peu importe leur fournisseur, avoir des informations déjà de bas niveau, basiques, on va dire, de qu'est-ce qui tourne sur mes clusters, quelles sont les ressources associées à ces clusters. Et au bout du compte, tu vas aussi, à travers TMC, avoir la main sur la configuration de ton cluster. Et être capable de dire, eh bien moi, mes clusters qui sont chez moi, peu importe l'infrastructure que j'utilise, je veux que ces mêmes règles de sécurisation soient appliquées sur tous mes clusters. Ou peut-être sur une partie de mes clusters. Mais à la fin, finalement, c'est moi qui suis en responsabilité, c'est moi qui ai la possibilité, en tant qu'opérateur, de définir ce genre de choses. Et lorsque je change une règle de sécurité,
lorsque je vais faire évoluer mes règles de sécurisation, je sais que derrière, TMC va m'aider à déployer mes règles OPA, mais là sur quelque chose qui est défini, un standard de la communauté, donc définir et déployer ces règles OPA sur tous les clusters Kubernetes qui sont rattachés à TMC. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que ces solutions-là ne sont pas dépendantes des solutions fournies par VMware. Ça va fonctionner avec n'importe quelle distribution Kubernetes qui tourne sur n'importe quelle infrastructure. Ça marche parce qu'on a les standards et on a l'interopérabilité qui nous permettent de faire tout ça. Et petit plus, Stéphane, dans TMC, on offre également la possibilité de faire de la sauvegarde et restauration, de l'observabilité, de l'inspection et conformité. C'est ce que disait Alex. On fait beaucoup de choses avec TMC. Ok, donc ça veut dire que TMC, c'est un contrôle plane pour des clusters cubes, oui, dans lesquels on a tout un set d'outils pour les personnes qui doivent opérer au niveau de la plateforme. Donc, on retrouve dans TMC de quoi faire des backups. J'imagine que c'est Velero ou... Tout à fait. Tout à fait. On s'appuie... Velero, aujourd'hui, c'est un standard, enfin un standard. Disons un outil de choix, de référence pour backup and restore de clusters et d'applications qui tournent sur Kubernetes. Velero, anciennement Arc, c'était son petit nom avant, c'est un outil open source qui vient de chez VMware Tanzu. Le GitHub de Velero, il est chez Tanzu, ce qui n'empêche pas nos auditeurs d'utiliser Velero sur la distribution Kubernetes de leur choix. S'il fallait un exemple de l'ouverture de Tanzu et du respect des standards et de l'interopérabilité, on pourrait prendre l'exemple de Velero, que tu peux utiliser sur n'importe quelle distribution Kubernetes. Et il se trouve que dans TMC, tu bénéficies d'une intégration de cet outil directement dans TMC pour gérer la sauvegarde et la restauration au sein de ta flotte de clusters Kubernetes. Il s'agit dans TMC parce que quand on opère un cluster, enfin quand on est développeur et qu'on a des choses dans son cluster, on va peut-être vouloir gérer ses backups par soi-même. Par contre, TMC, est-ce que ça permet de faire le backup d'une configuration d'un cluster en entier et de faire une restauration d'un cluster en entier ou des choses comme celle-là, de gérer peut-être du disaster recovery ou... Tout va dépendre du niveau d'utilisation des solutions disponibles chez TMC, en particulier la solution de backup and restore. C'est un outil qui n'est pas forcément une utilisation réservée aux opérateurs de plateforme. Au contraire, les équipes de développement peuvent s'approprier, peuvent avoir un compte, ils sont authentifiés auprès de TMC. Et donc, si au sein d'une entité, d'une organisation, on décide que, on laisse les équipes responsables d'un produit, d'une application, on les laisse en responsabilité par rapport au backup and restore, des éléments qu'ils déploient sur un cluster, on pourra leur ouvrir un compte sur TMC et leur donner la capacité de gérer en toute autonomie, en responsabilité, les backup and restore des données de leur application, quel que soit le cluster sur lequel on va déployer l'application. Pour les opérateurs, c'est aussi la possibilité de pouvoir faire un backup and restore d'un cluster. C'est-à-dire qu'on va pouvoir derrière faire la sauvegarde de la configuration d'un cluster et choisir de le restaurer sur une autre infrastructure. Alors, on a parlé d'énormément d'outils du catalogue Tanzu qui finalement sont des produits open source. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de la part de VMware d'embrasser à ce point l'open source? Aujourd'hui, si tu veux être un acteur crédible au niveau de l'offre et de la communauté Kubernetes, tu dois jouer le jeu de l'open source. Aujourd'hui, un projet open source comme Kubernetes, ce n'est pas seulement que des contributions individuelles de développeurs, d'opérateurs qui cherchent à faire avancer le projet open source Kubernetes et la myriade d'outils, d'outils open source qui tournent autour. Si tu veux jouer le rôle, donc je disais, d'acteur crédible dans la communauté, aujourd'hui, c'est pas simplement des individus, des particuliers, mais c'est aussi et surtout des grandes entités, des grandes entreprises. Aujourd'hui, ce qui fait tourner l'open source aujourd'hui. Alors après,
On pourrait le critiquer, c'est un autre débat, une autre question. Mais aujourd'hui, ça reste des grands acteurs, des grandes entités, des entreprises comme VMware et d'autres qui contribuent massivement à des projets open source comme Kubernetes, comme Spring Framework, comme PostgreSQL, comme tout un tas de produits que tu vas retrouver en open source chez Tanzu. Et ces produits open source, c'est des contributions open source qui sont réalisées par VMware, mais qui bénéficient à tous. C'est des contributions qui sont réalisées directement dans les projets open source correspondants et qui témoignent de l'investissement de VMware dans cette approche-là, hein, dans cette approche communautaire. On pourrait ne pas identifier VMware comme un acteur important d'open source de prime abord. Si on connaît VMware depuis 20 ans, effectivement, c'est peut-être pas l'image que tout à chacun pourrait avoir. Et c'est pourtant une réalité en fait aujourd'hui. Quand on s'attarde au catalogue de produits et services disponibles chez Tanzu, qu'on regarde ce qui est effectivement disponible, on va être surpris de voir à quel point l'open source est présent. C'est la base de l'offre qui est fournie chez Tanzu. Je parlais de Spring, je parlais du catalogue open source Bitnami, je parlais des éléments de code dans la distribution Kubernetes. Hein, on n'a pas parlé de Cluster API, on n'a pas parlé de Antrea. Il y a tellement de contributions open source aujourd'hui qui sont faites par VMware et qui rendent en quelque sorte crédible un acteur comme VMware pour apporter du support sur l'ensemble de cette stack. Si tu fais confiance à VMware et que tu choisis d'utiliser ces solutions-là dans ton organisation, tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur un acteur qui va être capable de t'apporter du support sur l'ensemble de la stack. Et là, on parle des infrastructures virtualisées, si tu fais le choix d'utiliser VMware et vSphere, par exemple, pour la virtualisation. Sur cette infrastructure, tu vas faire tourner du Kubernetes. Sur ce Kubernetes, tu vas y déployer des solutions type middleware qui vont être issues du catalogue open source Bitnami. Bitnami, c'est Tanzu. Ces services middleware vont être utilisés par des applications qui vont peut-être être développées avec du Spring. Spring, c'est Tanzu. Et donc, tu vois que sur l'ensemble de cette stack, tu vas avoir un support cohérent sur l'ensemble de la chaîne, ce qui peut être rassurant, ce qui est rassurant hein, pour des entreprises aujourd'hui qui ont besoin de pouvoir être accompagnées dans cette modernisation des systèmes d'information. Donc, pour qu'une société telle que VMware puisse apporter du support sur tout un tas d'applications qu'elle va avoir dans son catalogue, donc tu en as mentionné pas mal et j'imagine qu'il y en a d'autres, donc Antrea, Arbor, les build packs, etc., etc. C'est important pour VMware donc d'avoir des contributeurs à ces mêmes projets dans l'open source. En fait, ce qui fait tourner aujourd'hui beaucoup de communautés open source, c'est effectivement des contributions qui sont sponsorisées, qui sont financées par des entités comme VMware. Et c'est pas que le financement. J'imagine que pour donner du support à Arbor, par exemple, c'est important que VMware ait des développeurs qui soient familiarisés avec le code pour, si un bug est identifié, pouvoir réagir très vite, pouvoir trouver la solution, pouvoir aider la communauté, etc. Tout à fait. Donc j'imagine aussi que la contribution est au moins aussi importante que l'apport financier. Quand je parle de financier, je parle de financer les salaires. Ok. Tout simplement, hein, de personnes dont c'est le métier, qui sont leur métier, c'est de contribuer à l'open source, hein, c'est d'amener de nouvelles fonctionnalités dans Spring, de coder des nouvelles features dans Arbor ou dans la galaxie de projets open source qui sont disponibles aujourd'hui. C'est des gens qui sont payés à faire ça et qui sont payés par VMware. Ce sont des salariés VMware. À titre d'exemple, Stéphane, tu vois, on avait racheté Epsio, qui avait été fondé par Joe Beda et Craig McLuckie, deux des trois fondateurs de Cube. On peut parler également de personnes comme Josh Long, James Walters, enfin, des gens qui sont connus, qui font partie des effectifs VMware, mais qui travaillent énormément avec la communauté pour faire grandir les projets, pour intégrer les demandes de nos clients, pour corriger effectivement les bugs et apporter de nouvelles features. Et tout ça, ça s'inscrit dans des communautés open source. Pour certains des projets qu'on a cités, eh bien, il y a des fondations qui régissent la gouvernance
des différents produits. Tu vois, je repense à Kubernetes. C'est pas parce qu'aujourd'hui VMware est le second contributeur au projet open source Kubernetes. Si on regarde les chiffres fournis par la fondation CNCF elle-même, tu pourras vérifier qu'effectivement, en termes de contribution, l'apport de VMware, il est conséquent. Pour être deuxième contributeur, il faut quand même amener un certain nombre de choses, et c'est pourtant la réalité. Eh bien, ces éléments de code, ils sont apportés directement dans les projets open source comme Kubernetes, et ils s'inscrivent dans une gouvernance qui n'est pas celle de VMware, mais qui est celle d'une fondation open source. Donc pour des acteurs qui souhaitent déployer par exemple du Kubernetes dans leur entreprise, dans leur organisation, c'est aussi l'assurance de se dire, eh bien, je suis pas enfermé dans un modèle propriétaire, j'ai des éléments de code qui sont ouverts, qui sont open source, et malgré tout, je suis pas à la merci c'est des choses qui arrivent. Un développeur qui devient du jour au lendemain mondialement connu, célèbre, parce qu'il a développé une super bibliothèque, tout le monde l'utilise, et puis du jour au lendemain, il choisit de ne plus contribuer, il choisit de passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait de cette bibliothèque? Est-ce qu'elle va continuer à vivre? Est-ce qu'elle va continuer à évoluer? Aujourd'hui, si tu veux, les acteurs de l'open source, c'est aussi beaucoup d'entités importantes et de grandes entités comme VMware qui contribuent à faire avancer l'open source. Ça reste du code ouvert, ça reste des licences qui te permettent d'utiliser les éléments de code sur l'environnement de ton choix. Hein. On parlait de Velero tout à l'heure, on parlait de Spring. Tu peux utiliser Velero ou Spring sur des solutions qui ne sont pas VMware. Même si ce sont des éléments de projet qui sont sponsorisés et VMware fait une contribution importante à ces projets-là, ça ne veut pas dire que tu dois forcément être sur du VMware pour que ça marche. C'est le jeu de l'open source et c'est une stratégie qui est complètement adoptée et appliquée par VMware au quotidien et qui se traduit par un nombre important de contributions à ces différents projets open source. Ok, donc en termes de conclusion, j'imagine que si aujourd'hui vous avez Joe Beda ou Craig McLuckie ou encore Josh Long qui viennent grossir les effectifs, c'est vraiment sur une vision à long terme de vouloir créer une communauté dans l'open source pour les produits d'aujourd'hui, en tout cas les standards d'entreprise d'aujourd'hui. Le système d'information de demain, il est nécessairement ouvert. Et aujourd'hui? Et d'aujourd'hui et de demain, ce sont des systèmes qui sont basés sur des composants ouverts. L'open source aujourd'hui, on n'a plus à prouver l'utilité de s'appuyer sur des composants open source, ne serait-ce que pour l'ouverture. On sait ce qu'on fait tourner. C'est un élément qui va favoriser l'interopérabilité et donc l'émergence de standards. Et si on construit des systèmes d'information, c'est pour qu'ils puissent durer. On ne souhaite pas réécrire son système d'information tous les 6 mois, et donc on a besoin d'avoir des solutions pérennes. L'open source, c'est un moyen d'avoir des solutions qui sont construites et qui vont pouvoir durer. Et VMware a compris en fait et a pris ce virage de l'open source, et il a pris franchement en fait pour être un acteur important en termes de contribution d'open source. Et tout ce qu'on vient de se dire, tu vas le retrouver dans l'offre Tanzu, avec une offre complète qui va te permettre de déployer du Kubernetes sur différentes infrastructures, qui va pouvoir te permettre de déployer du middleware et d'avoir des frameworks de développement modernes qui vont te permettre de à la fois simplifier la vie de tes opérateurs, déployer facilement du Kubernetes, et de simplifier la vie de tes développeurs avec des frameworks modernes, des outils d'aide à la conteneurisation et la capacité de pouvoir bénéficier d'un catalogue ouvert et open source. Et tout ça, c'est ce que tu retrouves chez Tanzu. Alors les gars, merci beaucoup en tout cas pour m'avoir fait cette vue d'ensemble de Tanzu et puis de la stratégie de VMware pour le futur. C'est un chouette moment. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Retrouvez Alexandre Kosiniak sur LinkedIn et Alexandre Roman sur Twitter @Alexandre_Roman. Retrouvez également Tanzu sur tanzu.vmware.com. Comme toujours,
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.